Joris Vautier, directeur général du Freeride World Tour, et donc présent ici à Baqueira Beret pour la toute grande première du Freeride World Tour à Baqueira, et donc la première pour la saison 2022. Oui, alors je pense déjà parce que c'est un des premiers à avoir lancé les événements freeride. Donc le premier événement c'était en 96 avec l'Extrême Verbier. À cette époque-là, relativement peu d'autres organisateurs ou aucun autre organisateur n'organisait d'événements freeride. Et donc ensuite on a eu la possibilité de se développer, d'abord en Europe et ensuite de développer un tour depuis 2008, pardon. Donc c'est la 15e édition cette année du tour. Et, et donc on organise un tour mondial qui permet aux athlètes, pas uniquement l'élite, mais on organise la pyramide du sport, donc les qualifiers et les juniors. Et c'est donc probablement cette structure qui permet d'amener les meilleurs athlètes au sommet pour participer et pour avoir une visibilité mondiale au travers de nos plateformes et de notre communication. Oui, alors tout à fait, c'est quelque chose, tout d'abord, qui fait partie de l'ADN du sport d'une manière relativement naturelle, dans le sens où on est un sport outdoor, on est un sport qui dépend des conditions de neige. Si les conditions de neige diminuent d'année en année à cause d'un réchauffement climatique, notre sport, in fine, est à risque. Donc c'est assez évident qu'on a une responsabilité de ce côté-là. Ensuite, depuis 2019, on a vraiment mis en place une stratégie, on va dire sustainability, d'une manière générale, et comme vous l'avez dit, sur 3 piliers. Donc le premier pilier qui est les émissions à gaz à effet de serre, donc limiter d'une part, pour avoir un impact le plus minime de ce côté-là. Ensuite, un accès égalitaire au sport, donc pousser par exemple un accès pour les femmes dans le freeride, encourager au travers d'actions concrètes sur les événements, hors des événements, en travers de notre communication, donc différentes actions de ce côté-là. Et évidemment aussi communiquer et s'assurer que nos athlètes aient une connaissance de la sécurité, parce que la sécurité est notre priorité numéro 1 dans le freeride. Tout à fait. Alors, il y a en effet plusieurs aspects. On est conscient qu'on, dès aujourd'hui, on ne va pas faire tout parfaitement. Euh, du fait qu'on soit un tour mondial, il y aura forcément des émissions et des transports qui vont être obligatoires ou nécessaires pour pouvoir organiser ce tour. Donc il y a une partie qui va être compensée, c'est-à-dire tous les trajets des athlètes, tous les trajets du staff, le transport du matériel, le transport sur la montagne aussi, va être quelque chose qui, entre guillemets, est au jour d'aujourd'hui obligatoire et donc on ne peut pas arrêter. Donc on va compenser ces émissions-là. Et l'autre partie qui est justement adaptable, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour justement éviter d'émettre autant qu'on émettait dans les années précédentes, des petites actions qui peuvent être super simples et qui semblent peut-être normales, mais voilà, avoir des lunch bags sans plastique, éviter d'avoir des bouteilles à usage unique, tous les aspects des déchets évidemment, éviter de prendre un avion si on peut faire le même trajet en véhicule avec 4 personnes dedans, éviter de faire des allers-retours qui ne sont pas forcément nécessaires pour le matériel. Donc toutes ces petites indications, on les fait aussi et on les donne aussi aux athlètes. Ça fait partie du cahier des charges aux stations, donc on leur demande vraiment pas mal de points précis. Alors dans le monde idéal, ça fonctionne constamment. Après, il y a toujours, du fait qu'on demande des choses à des stations ou aux partenaires, des ratés. Et ça, on en est conscient et c'est sûr qu'on travaille au quotidien dessus. Mais voilà, c'est dans un but d'être carbon neutral, on va dire, en 2028. Un objectif qu'aujourd'hui on se fixe, mais pour pouvoir être honnête sur cet objectif, on est au jour d'aujourd'hui en train de faire une évaluation totale de tous nos émissions de gaz à effet de serre avec euh, on va dire une boîte spécialisée dans ce domaine-là pour pouvoir ensuite dire est-ce que concrètement c'est possible en 2028 et quelles sont les différentes étapes, quels sont les différents investissements nécessaires pour faire ça.
parce qu'autrement, on peut dire assez facilement, dans 2 ans, on est carbone neutral, on continue à émettre comme on émet aujourd'hui, et on compense le tout par un chèque, et pour nous, ça n'a pas de sens. Alors, le sport, le freeride, est d'essence un sport outdoor qui n'est pas forcément inbound, donc pas dans la station, donc avec des risques qui sont inhérents au sport, des risques d'avalanche, des risques de chute, des risques de se blesser. Donc là-dessus, en tant que pilier, on va dire, du sport freeride aujourd'hui, avec une audience importante de freeriders, un sport corps, on a une responsabilité d'éduquer. Tout d'abord pour l'image du freeride, que les freerides ne soient pas perçus comme un sport de tête brûlée qui vont tous les week-ends dans des pentes vierges et puis qui risquent de mourir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est qu'on éduque pour éviter au maximum. Et ensuite, que ces personnes aient aussi des bons réflexes dans le cas d'un accident ou d'une avalanche. Donc dès cette année, on a mis en place une formation obligatoire de sécurité digitale. Donc tous les qualifiers et dès l'année prochaine, tous les juniors qui font partie de cette pyramide que nous organisons doivent faire cette formation pour participer aux événements. Formation qui se concentre à 60-70% sur la prévention, c'est-à-dire identifier les risques, identifier les facteurs, et ensuite uniquement, on va dire 30% qui est sur le traitement d'une situation de crise, comment réagir, comment chercher, que faire pour limiter l'impact d'une éventuelle avalanche ou d'une situation dangereuse. Donc ça, c'est l'aspect théorique. Et ensuite, on a un aspect pratique qu'on met en place aussi là, typiquement avec les athlètes du Freeride Retour. On a eu cette début de semaine, qui est des formations avec des guides pour tous les athlètes, qui est quelque chose d'obligatoire. Donc là, on va vraiment aller pousser la formation pratique nettement plus loin, parce que les connaissances de base au jour d'aujourd'hui, les athlètes du Freeride Retour l'ont, naturellement. Mais ensuite, c'est vraiment quelle est leur façon de réagir dans des situations très spécifiques. Il y a une personne qui a oublié son DVA, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on trouve une alternative. Aussi voir l'impact d'un téléphone sur le signal d'un DVA, différentes mises en situation qui seront très importantes pour réagir de la meilleure des façons. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, pratique pour l'élite de notre sport. Et ensuite, on organise maintenant des workshops sur différents événements tout au long de l'année, sur des étapes pour aussi faire ces formations pratiques pour notre audience. Et une communication évidemment au travers des réseaux avec une série sur la sécurité pour comprendre les différents aspects qui sont en jeu pour limiter au maximum le risque dans nos sports. Alors, pardon, et il y a peut-être évidemment l'aspect sécuritaire sur l'événement, dans le sens où nos faces, elles sont sécurisées au maximum. Donc on a une équipe de guides qui sont présents avec aussi des docteurs dès 10 jours avant l'événement, qui vont sécuriser la face, qui vont éventuellement aller couper de la neige, éventuellement mettre une charge si c'est nécessaire et qu'on estime que cette zone n'est pas sécurisée, pour limiter le risque aussi durant l'événement. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui qu'on souhaite qu'on souhaite pousser autant que les autres piliers. Donc à nouveau, il y a un volet, on va dire, communication. Et là, on a un rôle au travers de notre audience de créer des rôles modèles chez les femmes aussi, autant que chez les hommes. Donc pour tout ce qui est de la création du contenu aussi, de focaliser autant ou plus sur des icônes féminines de notre sport aujourd'hui, et on en a beaucoup. Donc montrer que ces femmes, montrer les différentes choses qu'elles font dans notre sport, sur nos événements, pour avoir un rôle modèle auprès des jeunes, des juniors et des qualifiers qui se disent « je peux faire ce sport et je veux atteindre le top de la pyramide comme une Hedwig Wessel ». Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, communication. Et ensuite, il y a l'aspect mise en place sur les événements, avec des actions concrètes qui sont des campagnes réservées aux femmes, c'est-à-dire une journée organisée avec une guide, une athlète du Freeride Retour, où elles vont aller skier ou snowboarder entre elles, avec une formation sécurité éventuellement,
pour créer cet aspect communautaire. Après, il y a évidemment aussi des choses qu'on fait sur Verbier, des choses qu'on fait en Autriche autour de l'événement. Et ensuite, voilà, il va y avoir aussi des différentes créations de groupes Facebook pour que les différentes femmes freerideuses dans une station puissent s'écrire en disant « Ok, moi je suis motivé à aller skier à Verbier, demain qui c'est qui est motivé ?» et puis qu'on crée une espèce de communauté qui va grandir au fil des années. On a des ambassadeurs et on a aussi des commissions, dans le sens où au jour d'aujourd'hui, on a aussi créé, et j'en ai pas parlé, une commission pour le côté équité du sport, égalité du sport, avec des organisateurs, avec des athlètes, hommes et femmes, pour réfléchir sur cette thématique, pour que nous soyons aussi challengés, des aspects qui, selon eux, peuvent être améliorés, et ensuite aussi pour avoir des alliés qui permettent de pousser les valeurs qu'on souhaite promouvoir. Donc, concernant justement la question de ces ambassadeurs, le but c'est qu'on puisse s'appuyer aussi sur ces athlètes qui partagent nos valeurs, pour qu'ils communiquent aussi en collaboration avec nous et que ce n'est pas uniquement l'offrir à le retour, mais c'est aussi ces différents ambassadeurs qui vont pouvoir mettre en avant ces campagnes qu'on souhaite promouvoir auprès de notre audience, être disponible si on fait une campagne où il y a uniquement les femmes qui vont skier entre elles, donc que ces athlètes soient disponibles pour entre guillemets, donner une valeur à ce qu'on met en place. Parce que nous sommes, on va dire, l'organisateur, mais si l'organisateur n'est pas suivi par les athlètes, il y a un manque de cohérence qui ne fonctionne pas. C'est qu'il y a énormément d'aspects, énormément de petits facteurs sur lesquels chacun d'entre nous pouvons influencer. Donc c'est vraiment d'être déjà conscient de nos actions, conscient de notre quotidien et de l'impact que notre quotidien a sur la planète. Et ensuite de réfléchir sur ces différents facteurs, quels sont les facteurs qu'on est prêt à limiter, à mettre de côté pour limiter notre impact global sur la planète.